Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo sur DVWA et aujourd'hui on va attaquer le CSRF, donc les vulnérabilités de type CSRF, puis je vais réussir à le dire, Cross-Site Request Forgery. On va voir un peu plus en détail ce que c'est, comment ça fonctionne et comment l'exploiter. Comme à chaque fois, on se met en mode low. Normalement, je vais faire les 3 niveaux de difficulté dans cette vidéo. On commence en low, on se met en submit et là vous pouvez voir qu'en haut déjà, j'ai des noms différents et des couleurs différentes. Donc ici en haut, on voit que c'est bleu, ici aussi c'est bleu. Je suis connecté en tant que DVWA admin. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça c'est un profil. J'utilise une extension qui s'appelle Firefox Multi-Account Containers, qui va me permettre en fait de créer des sessions qui tournent sur la même application Firefox. Là, on est dans une fenêtre Firefox, mais ce sont des sessions qui sont totalement séparées. On peut voir qu'ici, dans la session admin, je me suis connecté en tant qu'admin, et dans l'autre session, je suis connecté en tant que Gordon B. Ici, les deux sessions sont totalement distinctes, alors que en théorie, c'est pas possible si on est dans la même fenêtre Firefox. Mais avec cette petite extension, on peut faire en sorte d'être sur deux profils différents pour deux connexions totalement différentes. Alors ça marche aussi n'importe quoi sur, je sais pas moi, si vous avez un Gmail, vous pouvez vous connecter dans un conteneur sur un Gmail et dans un autre onglet d'un autre conteneur sur un autre Gmail. Et dans ce cas-là, si vous faites des F5, les deux ne seront jamais dans... enfin, ce ne sera pas la même session. Donc ça, c'est vraiment très pratique, pardon, quand on veut avoir plusieurs sessions d'un coup, parce que sinon, Firefox, c'est pas très pratique, il faut se déconnecter, se reconnecter avec l'autre, ainsi de suite. Là, on peut avoir les deux en même temps. Voilà. Donc CSRF, pour Cross-Site Request Forgery, en fait, ça va être une vulnérabilité dans laquelle on va créer une URL, ou alors on va craft une requête, l'envoyer à la victime, et la victime, quand elle va charger la requête, elle va exécuter des actions d'elle-même, mais des actions qui auraient été définies au préalable par l'attaquant. C'est peut-être pas très clair. Ici, il y a une infographie qui a été faite directement par Portswigger, ceux qui font l'outil Burpsuit. Alors, bon, c'est un peu buggé, mais vous allez vite comprendre. En fait, l'attaquant, il va se charger de créer une URL qui est malveillante. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'il y a un site vulnérable, donc c'est le site sur lequel la victime est déjà connectée. Il faut que la victime soit connectée sur le site en question, et il faut que ce site soit vulnérable au CSRF. Une fois que c'est le cas, l'utilisateur, enfin l'attaquant, sait que pour changer le mot de passe, c'est l'URL suivante qui va être appelée. Du coup, lui, il va crafter cette URL, il remplace l'email de la victime par son propre email, ce qui fait que ensuite il va envoyer ce lien là à la victime. La victime va ouvrir ce lien, et quand elle va ouvrir ce lien, en fait, ça va exécuter l'action sur son compte, parce qu'elle est connectée sur son compte, de modifier son adresse email. Et du coup, l'adresse email maintenant sera celle de l'attaquant. Alors, je sais pas si c'est très clair comme ça, mais si on prend un exemple un peu plus concret, l'attaquant sait que la victime utilise par exemple une banque qui s'appelle mabanque.fr par exemple. Donc mabanque.fr, c'est un site qui est vulnérable au CSRF, et mabanque.fr, tu peux modifier le mot de passe dessus. Et pour ce faire, ça se fait comme ici, via l'URL, donc mabanque.fr/password/change, et tu mets le nouveau mot de passe dessus. L'attaquant, par exemple, a un site web à lui, il va faire en sorte de mettre ceci dans le code source de sa page sur son site web à lui. Quand il va envoyer le lien de son site web à la victime, quand la victime va aller sur la page de son site web, ceci sera chargé en fond, donc ce sera exécuté, et du coup, comme c'est la victime qui accède, c'est elle, en vrai, qui fait l'action de modification de son mot de passe sur mabanque.fr, et ensuite l'attaquant peut se connecter sur le compte de la victime avec les informations qu'il aura définies. Donc ça, c'est le principe d'une CSRF. En pratique, comment ça fonctionne? Ici, on peut voir que on peut, en tant qu'utilisateur, on peut définir un nouveau password et ensuite le confirmer. Quand on clique sur Change, normalement, on est bon. Ok. Vous remarquerez que déjà là, il ne nous demande pas le mot de passe courant. Donc c'est déjà une vulnérabilité, mais on verra ça plus tard. Et on a un petit bouton pour tester les credentials, voir si le mot de passe a bien été modifié. Donc là, par défaut, mon username c'est admin et le mot de passe c'est password. Je suis par défaut. Quand je fais login, ça me met que c'est valide. Ok, donc là on sait que pour l'instant c'est admin et password. Donc là on est bon. Donc admin ici sera la victime et l'attaquant ce sera Gordon B. Parce qu'il veut avoir les droits d'administrateur, il va vouloir
il veut pouvoir se connecter dessus. Ok. Donc là, par exemple, si on veut changer le mot de passe, comment ça se passe? On va utiliser notre ami burpsuit, on se met en mode interception du proxy, on mettra ça ensuite, hop. Et par exemple, donc moi c'est admin password, le mot de passe c'est password. Si je veux mettre admin admin, donc là, nouveau mot de passe admin, confirmer le mot de passe admin, je fais changer, je vais sur mon burpsuit, et là on peut voir la requête qui est envoyée. Donc pour modifier le mot de passe, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Uniquement d'accéder à vulnerabilities CSRF, et on passe en paramètre password new, qui est le nouveau mot de passe, et password conf, la confirmation du mot de passe, qui doit être la même que le password new. Hop, on passe le paramètre change qui est égal à change, et on est bon. Et grâce à ça, on a modifié le mot de passe. Donc ça, je vais le renvoyer dans le repeater, pour être sûr. Je fais forward. Là, il y a d'autres trucs qui se passent, ok. Et là, on a mis password change. Et si je vais tester maintenant les credentials que j'avais, donc c'était admin password que j'avais au début, c'est plus correct. Si je tente admin, on est bon. Donc là, on a réussi à modifier le mot de passe et on connaît la tête, de la requête qui est la suivante. Donc get vulnerability CSRF password machin. Ok. Donc pour ce faire, on a deux possibilités. Soit on craft quelque chose comme ça avec le mot de passe qu'on veut et on l'envoie à l'administrateur. Soit nous on va faire un truc légèrement plus poussé, c'est-à-dire que on va utiliser une autre vulnérabilité pour faire en sorte que l'administrateur aille sur la page et charge directement la vulnérabilité. Donc, pour ce faire, nous, on va utiliser une store d'XSS. Donc, on va stocker la vulnérabilité sur la base de données, et quand l'administrateur va vouloir aller sur cette page-là, eh ben, ce sera chargé et on sera. Alors, je vais remodifier le mot de passe pour remettre comme par défaut, donc password, change. Là, c'est bon. Si je reteste les credentials, donc on a bien... donc username c'est admin, mot de passe password. Hop, c'est bien valide, donc on est bon, on l'a bien remodifié. Et là, cette fois-ci, on va passer en tant que Gordon. Ok. On va en mode XSS stored, et on va dire, on va stocker un nouveau message. Donc là, par exemple, test et test. On va l'intercepter. Donc, hop, proxy intercept on. On envoie le message. Donc là, on l'a intercepté. Et cette fois-ci, bah, du coup, on va modifier le texte du message pour y insérer notre CSRF pour que ce soit chargé quand l'utilisateur va vouloir accéder à la page. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une store d'XSS, je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet sur DBWA. J'en ai fait une également qui parle de cette vulnérabilité où je vous montre les 3 niveaux différents. Donc, une fois qu'on a ça, on sait que notre target, c'est ceci. Donc, tout ça. Donc, on va le récupérer. Et là, on va mettre du coup, on va exécuter du JavaScript. Alors, pas tout à fait, on va plutôt créer une iframe. Une iframe, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de fenêtre dans laquelle on va charger une autre page web. Donc, là, je crée une iframe, classique. Je lui dis que la source de l'iframe, en fait, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ma page vulnérable. Donc ici, je récupère ça. Hop, je récupère la source, l'URL. Donc on va aller taper dans l'HTTP 172.23.115.56 sur le port 4280, vulnerabilities, CSRF, et on va modifier le mot de passe comme ça. Alors là, vous voyez, c'est pas en couleur. Pourquoi? Parce qu'il y a des espaces, il va falloir encoder après, faire de l'URL encoding, mais vous inquiétez pas. Donc là, on est bon. Alors là, l'iframe, ce sera moche et ce sera visible, ce sera pas, on va dire, discret, mais c'est uniquement pour vous montrer comment ça fonctionne. Dans le challenge suivant, on fera quelque chose d'un peu plus discret. On ferme l'iframe, et normalement, on est bon. Alors, on va tout sélectionner. Hop, ici, on va faire un CTRL U pour encoder. Là, on voit que ça a remplacé les espaces par des plus, et le égal, ça l'a remplacé par ça, les deux points pareil. Voilà, ça a été encodé en URL. Ok, donc là, normalement, on est bon. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc là, en fait, on va charger une iframe qui aura pour valeur ceci, ce qui fait que, en fait, quand la personne, alors n'importe qui, va se connecter, enfin, va accéder à la page sur laquelle il y a ce message-là, et bien l'iframe va être chargé, et dans cet iframe, on va exécuter tout ça. Donc en fait, on va exécuter le changement de mot de passe. Ça, on peut faire
Alors, je vais l'envoyer vers le repeater quand même pour avoir une trace si jamais on a besoin de le refaire plus tard. Je fais forward, forward, on. Ok, donc là, vous voyez, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Message, donc vous voyez, c'est absolument pas discret. On aurait pu faire en sorte de mettre la taille à 0 et 0 pour faire une toute petite fenêtre, mais là, c'est vraiment pour vous montrer. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ici, on est bien dans XSS, mais la source de ce qui a été chargé, on peut voir que c'est au niveau de la vulnérabilité CSRF, et on peut voir que le mot de passe a bien été changé. Donc si moi je retourne de mon côté vers le CSRF, alors là je suis en tant que Gordon, en fait, là j'ai chargé moi-même la page, donc normalement mon mot de passe était ABC123, mais là si je mets, alors username c'était Gordon, Gordon B, avant c'était ABC123, donc si je mets ABC123, ça fonctionne plus, et ça a modifié mon mot de passe, alors Gordon, n'importe quoi, Gordon B, et là si je mets admin, c'est passé. Donc j'ai réussi à modifier mon propre mot de passe. Mais nous, on ne veut pas modifier notre mot de passe, on veut modifier le mot de passe de l'administrateur. Du coup, je vais me remettre en ABC123, ABC123, hop, change. Donc là, c'est bon, Gordon est repassé là. Et maintenant, là, en tant qu'admin, donc je suis bien toujours en vulnérabilité low, je vais me balader sur la store d'XSS. Hop, je vois ça qui est chargé. Bon, là, tu te dis, ok, c'est bizarre, il se passe rien. Sauf que maintenant, en tant que Gordon, si je veux tester les credentials de l'administrateur et que je tente admin, alors on se souvient c'était admin et password, le mot de passe. Là, si je tente admin, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va être valide. On a réussi en tant que Gordon à modifier le mot de passe de l'administrateur sans que l'administrateur ne s'en rende compte. Alors là, comme je vous l'ai dit, c'est assez visible, c'est moche, et bon, on se doute qu'il y a un truc, mais dans le challenge suivant, on va faire quelque chose de beaucoup plus discret. Et si on va voir le code source, à quoi ça ressemble par rapport à cette vulnérabilité-là, qu'est-ce qu'on a? On va voir, donc, view source, on va voir qu'en lot, hop, donc on va récupérer quoi? On va récupérer la variable get, qui est le nouveau mot de passe, on va récupérer l'autre variable get, qui est la confirmation du mot de passe. Est-ce que les deux mots de passe sont les mêmes? Oui. Alors, sinon, on met les mots de passe ne sont pas identiques. Si c'est le cas, on rentre dans la condition if. Donc, on va hacher le nouveau mot de passe en MD5. On va l'insérer dans la base de données. Et c'est tout. Voilà. Donc là, c'est pour la modification du mot de passe. Là, on est bon. Et ensuite, du coup, on l'a terminé. Et on va passer en difficulté un peu plus élevée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais clear le guestbook. Hop, pour éviter que ça se réexécute à chaque fois. Je vais là-dedans, et pour l'admin, je vais remettre nouveau mot de passe, password, pour remodifier le mot de passe. On va retester, voir si c'est bien la bonne chose. Donc admin et password. On est bon. On va pouvoir passer maintenant à la vulnérabilité en medium. Submit. Donc là, on est passé niveau medium. Qu'est-ce qui change par rapport au low? Eh bien, si on va voir le code source, normalement, il y a des choses qui ont été vérifiées. Donc, on retourne dans CSRF, on regarde le code source, et normalement, hop, mince, hop, ok, voilà. Donc ici, c'est exactement la même chose, il n'y a rien qui change. C'est juste qu'on a rajouté une condition au début. On a vérifié, est-ce que la requête vient bien du même site que là où la chose est exécutée, la requête est exécutée. Alors avant, quand je vous ai montré l'iframe, c'était pas en local, c'était directement dans une vulnérabilité, enfin sur le même serveur. Donc ça bypassait déjà cette information-là. Mais j'aurais pu très bien en fait créer ma propre page.html, dedans charger l'iframe, envoyer ma page HTML à l'utilisateur, et quand l'utilisateur cliquait dessus, eh ben, ça aurait exécuté exactement la même chose comme on l'a vu ici pour le CSRF. Ici, si j'avais fait ça, ça n'aurait plus fonctionné parce que on attend que la requête vienne du même serveur que ce qui est chargé directement dedans. Donc, si j'avais utilisé un site web externe pour charger la CSRF, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà, c'est juste ici on check où est-ce que d'où la requête vient. Mais du coup, on peut refaire exactement la même chose. Donc là, je suis en medium. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais me mettre ici en medium au niveau de l'admin. Hop, aussi.
Je vais me remettre en low au niveau de Gordon. Pourquoi? Pour exécuter les XSS stored, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais refaire à peu près le même principe. Test, test. Je vais me mettre en mode interception. Je vais relancer. Et cette fois-ci, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus discret. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais charger l'image avec la balise IMG. Je vais charger une image qui va charger la source de la page, qui est en fait exactement la même chose. C'est à peu près identique. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, image comme ça. On va dire que SRC, donc la source, c'est égal à ce qu'on avait récupéré ici. Donc la source est égale, je vais même refaire, non, je vais plutôt prendre ça, ce sera beaucoup plus lisible. Voilà, je vais reprendre la même chose. Hop, ok. La source c'est ça, on n'oublie pas devant. Bon, j'aurais pu prendre tout ça, hein. SRC, je vais reprendre exactement la même chose en fait. Je sais pas pourquoi je me casse la tête à essayer de faire comme ça. SRC, en fait ça dégage. Hop, non, je crois que j'ai tout cassé. Hop, on est bon. Donc là, image, le plus, je refais vulnérabilité. Donc là, on rechange de mot de passe en admin, change. Donc là, vous voyez, je vais charger une image. Je ferme ensuite derrière. Donc là, normalement, c'est juste une petite image, un petit onglet d'image qui va charger la source à un endroit. Donc là, je fais forward, forward, je fais forward, ainsi de suite. Là, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de cassé comme ça. Ok. Donc c'est un peu spécifique, un peu bizarre, mais sans plus. Et là, du coup, on est bien en médium. On revérifie. Alors là, j'ai rechargé le truc, j'ai modifié mon mot de passe moi-même. Bon, dommage, mais c'est pas grave. Là, je vais remettre ABC 1, 2, 3 pour Gordon. Ok. Si je teste les credentials d'admin, on vérifie quand même que c'est bien admin et password pour l'instant. Voilà, on est bon. Ok. Là, je vais juste me balader sur la XSS stored. Il se passe rien. Je vois juste que le message, apparemment, c'est une image qui est cassée, qui fonctionne pas. Ok. Je retourne ici. Je reteste admin password. Ça ne fonctionne plus. Parce qu'on a modifié le mot de passe en admin. Admin. Encore une fois, on a réussi à bypass la petite protection qu'il y avait en plus pour savoir si c'était chargé du même serveur ou pas. Là, en l'occurrence, c'est chargé du même serveur. Parce qu'on va exécuter une requête pour modifier le mot de passe sur le serveur 172 machin bidule, et la vulnérabilité est stockée également sur le même serveur. Donc ça bypass, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et grâce à ça, on a réussi à modifier le mot de passe. Et cette fois-ci, on va passer à le mode high, le mode difficile, et on va voir c'est quand même beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on va rajouter une protection qui est, donc là encore une fois je clear pour éviter tout problème. Je vais remodifier le mot de passe en remettant admin, non, password, hop, ça a de nouveau changé, on est bon. On va réutiliser, on va devoir bypass une protection. Ici, je vais me remettre en high. Et si on va voir la protection par rapport à ça, vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez connu. C'est le fameux CSRF token. Hop, si je vais voir dans le code source, qu'est-ce qu'on a? On a request type, donc ça va faire de l'HTML. Return message, donc potentiellement request fail, ok. Donc on va vérifier que c'est bien une méthode post. Voilà, on vérifie que c'est bien du JSON qui est envoyé pour le CSRF et on va checker. Donc si c'est du JSON, le type de requête, alors on va chercher tous les champs là, donc vérifier que le user token existe. On va récupérer le nouveau mot de passe, la confirmation du mot de passe ainsi que le paramètre change. Et on va récupérer le token et ensuite on check est-ce que le token est bon. Donc on va mettre, il y a un anti-CSRF token, un token anti-CSRF qui a été mis en place. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un token aléatoire qui va changer à chaque requête, pardon. Voilà, il y a un nouveau qui est généré à chaque fois. À chaque fois qu'on va arriver sur la page, ce sera une chaîne aléatoire qui va être générée. Et si dans les prochaines requêtes,
on remet pas le même token CSRF, alors bah, la requête va pas correspondre. Ce qui fait que, en théorie, on est censé connaître le token sur la page pour faire la requête. Sinon, bah, la requête n'est pas faite. Exemple, ici, si je veux modifier mon mot de passe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder le code source, je vais faire inspect. Et là, on a la valeur du token CSRF qui vaut par exemple 65B. J'actualise la page avec un F5. Là, j'ai du 910. F5 A64. F5 28D. F5 3D0. Voilà, vous avez compris. En fait, à chaque fois qu'on va modifier le mot de passe, il y aura une valeur différente. Ce qui veut dire que moi, en tant qu'attaquant, si jamais je me dis, ok, bah, je vais envoyer cette requête-là avec cette valeur-là à la victime, mais lui, la victime, en fait, quand il va aller sur la page, la valeur sera différente là. Même s'il y a le nouveau password et la confirmation du nouveau password, la valeur du token sera différente, et du coup, comme la valeur du token est différente par rapport à ce que l'attaquant, lui, a spécifié en valeur, eh ben, la requête ne va pas se faire. C'est une petite protection qui a été mise en place. Alors, c'est facilement bypassable, et on va voir ça directement. Alors, ça va nécessiter un petit peu de scripting en JS, en JavaScript, pour faire en sorte de faire une première requête pour récupérer le token. Et ensuite, dans la deuxième requête, on va refaire exactement le token, enfin, on va récupérer le token qu'on a fait dans la première pour faire en sorte de l'envoyer à l'utilisateur pour que celui-ci puisse avoir l'information, enfin, exécuter la requête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va aller ici sur mon petit exegol. Je vais aller dans CD DWA. Et ici, qu'est-ce que j'ai? CMD, je vais RM tout ça parce que je n'en ai plus besoin. Oui. Je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle, par exemple, exploit csrf.html. Donc voilà, un fichier HTML classique. Dedans, du coup, je vais mettre une balise de script qui va contenir ce que je veux exécuter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va coder en JavaScript. Alors, je ne vais pas faire un tab à chaque fois, sinon ça va être chiant. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler, par exemple, request, qui va être en fait un nouvel objet, donc qui est le XML HTTP request. Qu'est-ce que c'est que ceci? En fait, ça va être un nouvel objet qui va nous permettre de faire des requêtes web, donc soit get, soit post. Nous, on va faire un get classique pour récupérer le token. Donc là, on a créé l'objet. Maintenant, on va dire, tu prépares la requête, donc request.open. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les actions qu'on va faire lorsqu'on va faire la requête? Donc on va faire un get. Et sur quoi on veut taper? On veut taper sur repeater. Donc là, je vais récupérer ça. Je veux taper là-dessus. Je veux modifier tout ça. Alors non, pas tout à fait. Je veux d'abord récupérer cette information-là pour récupérer le token. Et une fois qu'on a récupéré le token, on va refaire une autre requête de changement de mot de passe avec ce même token. Donc là, ici, index.php. OK. Donc là, je vais faire la requête là-dessus. Point virgule. Et ensuite, je dis que request.responseType, je veux que le type de réponse que j'obtiens, ce soit de type document. Pourquoi je fais ça? Parce que par défaut, c'est de l'HTML. Et si on fait de l'HTML, après, ça va pas être simple pour récupérer ce qui nous intéresse, l'élément qui nous intéresse, en l'occurrence le token CSRF. Si je mets pas ça, je vais devoir faire des regex pour récupérer directement le token via du texte. Et c'est vraiment pas très pratique. Moi, j'ai envie d'utiliser le DOM. Donc, tout ce qui est getElementByName, getElementById, ce genre de choses. Et pour ce faire, je suis obligé de lui demander qu'il me retourne de type document. Donc si je retourne un truc de type document, en fait, ça va être quelque chose comme ça. Et je vais pouvoir après accéder aux éléments qui m'intéressent. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Je lui demande de renvoyer un document et ensuite je vais pouvoir faire un getElementByName et je lui demande le name userToken, .value, et ça va me renvoyer directement ça. Alors que sinon, j'aurais dû faire en JavaScript une regex qui prend quelque chose qui est de 32 caractères, avec des minuscules, enfin des caractères alphanumériques en minuscules. Bon, vous voyez, c'est beaucoup plus long. C'est aussi faisable, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, mais je préfère faire de cette manière-là.
Ensuite, je fais request.send pour envoyer la requête. OK. Et ensuite, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir récupérer la réponse. Donc, je vais faire un request.response.getElements by name. Donc là, c'est une fonction JavaScript qui va me renvoyer le tableau des éléments qui contiennent un nom spécifique. Le nom spécifique que je cherche, je vous l'ai montré juste avant, c'est user token. Donc là, renvoie-moi un tableau de tous les éléments qui contiennent le nom user token. Donc, comme moi, je veux que le premier élément, et de toute façon, il n'y en a qu'un, je vais accéder à l'élément 0 du tableau, et je veux récupérer sa valeur, point value. Hop, on s'arrête là. Donc là, je vais faire un console.log pour afficher dans la console la valeur de cette information. Hop, ok. Donc là, je vais d'abord essayer comme ça. Mais là, vous l'avez vu, je suis en exploit csrf.html. Il va falloir que j'upload le fichier directement sur le serveur web pour que quand l'utilisateur y accède, ça charge ceci. Donc, j'enregistre. Ok. Je vais ici, donc là, je peux fermer ça. Je vais, en tant que Gordon, parce que c'est moi l'attaquant, je vais vérifier que je suis bien en lot, je vais upload le fichier en utilisant la vulnérabilité file upload. Donc je vais dans DVWA, exploit CSRF, hop, je l'upload. Donc là on est bon, successfully uploaded. Ici je suis bien en high. Je vais me balader ici. Donc j'ouvre un nouvel onglet en tant que DVWA admin. Je vais me rendre directement ici et je vais taper sur cette URL là. Hop, donc là je suis bien en tant que DVWA admin. J'accède, il ne se passe rien, mais si je regarde la console, missing, ok, j'ai oublié quelque chose, j'ai fait une petite erreur apparemment dans mon code. Pas être parfait du premier coup. Get, pourtant là on est bon. Request, oui, je sais pas pourquoi j'ai mis ça à la fin. Console log. Ah oui, c'est console log de tout ça. Ok, c'est juste ici qu'il fallait le faire. Console log de tout ça. Alors, CTRL C, HTML. Je vais le... Bon, ça devrait être bon comme ça. Je vais le réuploader. Browse. Hop. Upload. Ok. Là-dessus, je fais CTRL F5 pour actualiser le cache. Et là, on me met que la réponse est nulle. Pourquoi? Pourtant, je suis bien en difficulté high. Et comme l'impression que on a la requête .response is null. Ok, alors, ok, je sais pourquoi. Parce que potentiellement, vu que c'est de l'asynchrone, on a un petit souci et le console de log, potentiellement, il va être affiché avant que la requête soit envoyée. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter une condition. Donc, request.onload. Ce qui veut dire que ceci sera exécuté uniquement une fois qu'on a la réponse, la requête a été chargée et qu'elle a été envoyée. Donc, on va créer une nouvelle fonction qui va contenir voilà, le code suivant. Hop. Et là, en théorie, point virgule, je crois, ici, voilà. Et là, en théorie, du coup, ça, ce sera exécuté uniquement une fois que la requête aura fini de charger. Donc, on va réessayer de cette manière. Ça se trouve, c'est pas ça l'erreur et je vais devoir débugger un peu de mon côté en attendant. Hop, uploader. Je CTRL F5. Et voilà. Là, ça a bien fonctionné. Du coup, c'était ça l'erreur, c'était que, comme c'est de l'asynchrone, en fait, console.log était appelé avant que la requête ait fini de s'envoyer, qu'on ait une réponse. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois que je réactualise, est-ce que c'est tout le temps la même? C'est pas tout le temps la même, et vous voyez que je crois que ça prend un peu de temps pour s'actualiser. Non, c'est tout le temps quelque chose de différent. Donc 49, là c'est du 10, du 0,2, bon, bref, ainsi de suite. On voit qu'à chaque fois que je fais une nouvelle requête, le token change. Mais du coup, j'ai réussi à récupérer le token, et maintenant je vais avoir besoin de ce token, comme on avait vu au niveau du code source. Je vais avoir besoin de ce token que j'ai récupéré pour le passer en paramètres. Où est-ce qu'on le voit? C'était tac 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 tac.
pour le passer en paramètre ici, token et token, pour que quand on fasse la requête, le token soit considéré comme valide et qu'on puisse modifier le mot de passe. Donc ça, c'était vraiment que la première partie, on a récupéré le token. Bon, ok. Alors maintenant, en fait, au lieu de faire alors je peux faire toujours le console.log, mais je vais plutôt faire en sorte de créer une nouvelle variable qui s'appelle token. Et en fait, je vais stocker le token là-dedans. Et ensuite, je vais juste appeler voilà, console var de token. Alors, vraiment, pour que ce soit plus joli, il faudrait faire des trucs comme ça, pour que ce soit plus lisible, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a le token? Eh ben, en fait, je vais créer une nouvelle requête. Donc, var request change pour modifier le mot de passe, parce qu'avant, c'était juste request qui me permettait de get le token. Donc là, on va refaire un peu la même chose. Donc, égal, on va créer de nouveau une nouvelle requête. Et on va lui dire maintenant, donc request change.open. Donc tu me la prépares, toujours pour m'envoyer de la méthode get. Mais cette fois-ci, tu vas pas m'envoyer la même chose. Tu vas m'envoyer pour changer le mot de passe. Donc, on va récupérer tout ceci. Change machin bidule. Hop, on récupère ça. On le met dedans. Et ne pas oublier qu'on veut également rajouter le token de l'utilisateur. Comment ça fonctionne quand on utilise le token de l'utilisateur? Si on regarde le code source, alors soit on aurait pu regarder le code source, soit on aurait pu directement tenter d'intercepter la requête pour voir comment ça se passait. Par exemple ici, au niveau de mon CSRF token, alors je suis en low, je vais me mettre ici. Si je veux modifier le mot de passe par exemple, là pour l'instant c'est password, je vais vouloir mettre admin, j'intercepte la requête, je fais le changement. On peut voir que ici c'est and user token est égal à, et on passe le token de l'utilisateur. Donc moi je vais drop parce que j'ai pas envie de changer le mot de passe de l'utilisateur. Hop, je retombe dessus, je suis bien toujours en high. Mais du coup, on sait que maintenant, on va rajouter cette information-là. Donc and user token est égal, alors non, pas, hop, est égal à la valeur de notre token, ici plus token. Alors je sais pas pourquoi ils le mettent en rouge. Je crois que c'est juste buggé au niveau de l'affichage, parce que là, c'est censé être directement une chaîne de caractères classique. Donc là, on est bon, ok. Et une fois qu'on a fait ça, on refait exactement la même, en fait. On renvoie la requête, donc request change.send. On l'envoie juste comme ça, et on peut refaire un autre console.log qui affiche, par exemple, un petit message. Second request sent. Donc la deuxième requête a bien été envoyée. Hop, pour vérifier que tout c'est bien terminé. Donc, si on résume notre exploit, comment il fonctionne? On va créer une première requête qui va juste faire un get sur la page d'accueil du CSRF de type, qui va nous retourner une réponse de type document. À quoi ça nous sert? Ça nous sert juste à récupérer le token en question. Une fois qu'on a ce token, on va refaire à peu près la même requête, mais en passant justement ce token-là en paramètre de notre nouvelle requête get pour pouvoir modifier le mot de passe. Donc là, on veut bien modifier le mot de passe en mettant admin, et on spécifie le user token qui est égal à plus token, et on concatène plutôt grâce au plus notre token qu'on avait récupéré ici et sur lequel on avait fait un console log pour l'afficher. Et normalement, une fois que l'utilisateur se balance sur cette page, on a il y aura un petit message. Alors, on pourrait faire quelque chose, par exemple, donc du H1. Alors, le body, j'ai pas créé comment ça s'appelle. Le DOM n'est pas correct parce qu'il faudrait que je fasse un doctype, HTML, header, body, machin milieu, mais on s'en fout, ça n'a pas d'importance. This is, par exemple, just a test. Hop, il faut que je ferme. Puis on peut mettre un autre message, par exemple une balise P. Nothing is happening in background. Hop, avec un petit smiley bien cringe. Voilà. Donc c'est juste un test, il n'y a rien qui se passe en background. Petit smiley, et derrière, en fait, tu as quand même ça qui s'exécute. Donc, dans l'utilisateur, ça on enregistre. Je vais réuploader ceci sur
Alors ça pourrait être sur un site web à moi, sur directement, bon là j'utilise File Upload parce que c'est beaucoup plus simple, mais si la victime se baladait et allait sur ma page HTML, ça aurait le même effet que ça. Quoique, il faut regarder le code source. Est-ce qu'il y a une protection par rapport au fait que si ça charge depuis l'extérieur? Je crois pas. Si. Non, serveur, content type. Non, non, je crois pas en fait. Donc on aurait pu faire charger ça depuis un autre site. Ça aurait également fonctionné. Donc là, pour l'exemple, je le fais depuis le file upload, mais ça aurait été pareil ailleurs. Donc, ici, je vais remodifier mon mot de passe, puisque là, je sais plus ce que c'était. Attends, on va tester les credentials. Donc là, si je fais admin password, c'est bon. Ok, donc c'est admin password, là on est bon. Je vais uploader de nouveau mon fichier d'exploit. Upload. Là, du coup, ma victime retourne dessus, CTRL F5. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit This is just a test, nothing is happening in background. Donc lui, il est en mode, bon, bah, une page classique, .html. Donc on peut se dire qu'il n'y a pas forcément de JS qui tombe derrière ou quoi. Sauf que si, là, on avait bien récupéré le token. La deuxième requête avait bien été envoyée. Et si on retourne dessus, maintenant, par exemple, en tant que Gordon, et qu'on teste les credentials, si on tente admin password, le mot de passe n'est plus correct. Si on tente admin, le mot de passe est correct. On a réussi à modifier le mot de passe de l'administrateur en le faisant accéder à une page HTML. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, on avait du JavaScript qui allait justement lui faire exécuter une requête pour changer son mot de passe. Mais on a dû, comme il y avait une protection anti-CSRF token, on a dû d'abord faire une première requête pour récupérer son token et ensuite l'ajouter à une deuxième requête qui allait modifier son mot de passe en utilisant ce fameux token. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se retrouve la prochaine fois pour la toute dernière vidéo et on tapera des injections SQL en blind. D'ici là, je vous dis à la prochaine et bye!